Bonjour, deuxième partie de l'entretien avec Alain Jounot de AFNOR Certification, auteur de l'entreprise performante et responsable, c'est possible. Donc cette deuxième partie va parler du cœur du sujet, pourquoi les entreprises s'engagent dans la RSE et quelles retombées peuvent-elles en attendre. Voici Alain Jounot. Donc on est parti, ça c'est les premières pages, l'introduction, etc. Et très rapidement après, on va analyser pourquoi les entreprises se lancent ou ne se lancent pas. Ouais. Donc il y a eu tout un chapitre sur comprendre quels sont les freins que rencontrent la plupart des entreprises, notamment PME, qui n'osent pas encore se lancer. Ouais. Alors là c'est relativement simple parce que ça converge avec beaucoup d'études, beaucoup de sondages. Déjà le temps. Ouais. La PME a une contrainte de temps parce que voilà, elle est pressée, entre guillemets, pas en urgence, mais pressée. Donc elle est toujours aussi sur une économie d'échelle, voilà, d'optimisation. Donc c'est pas facile de trouver ce temps parce que, comme je vous l'ai exposé, c'est de la réflexion. Ouais. Donc comment je prends le temps à la réflexion, d'analyser, etc. En plus, avec un groupe de travail, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, voilà. etc. Ouais. Deuxième difficulté, la norme fixant un cadre de réflexion ne donne absolument pas de méthode opérationnelle. Oui. Et donc ça, c'est une sorte de frustration pour la PME notamment, qui, c'est très bien, mais on me demande de prioriser mes domaines d'action. Quelle est la méthode de priorisation? Qu'est-ce qui fait que je vais choisir ça par rapport à ça? Donc, deuxième difficulté. Néanmoins, elles ont des atouts. Ouais. Alors, elles ont des atouts déjà, atouts naturels, c'est qu'elles sont beaucoup plus flexibles que les grands groupes. C'est-à-dire, de rassembler les acteurs. C'est plus facile. Ils se connaissent mieux, ils se fréquentent. Deuxième point, c'est que souvent, le dirigeant, parfois même propriétaire, est beaucoup plus proche de ses équipes. Donc à partir du moment où, de toute façon ça vous avez bien compris, c'est une réflexion d'entreprise au plus haut niveau, à partir du moment où le dirigeant est convaincu qu'il veut y aller, dans une PME, ça y va parce que il est proche des équipes et donc tout le monde doit suivre. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans les grands groupes ou dans les grandes entreprises, mais dans ces grandes entreprises, il y a quand même plusieurs strates intermédiaires. Voilà, tout à fait. Donc, il va falloir quand même que toutes les strates intermédiaires se mettent aussi en ordre de marche. Je ne dis pas qu'il y a des résistances, mais en tout cas, il faut mettre tout ça en musique. Tout à fait. Elles ont aussi des attraits pour la RSE parce qu'on a fait une étude, toutes les études académiques, on les a analysées, notamment tout ce qui va être la théorie entrepreneuriale. On se dit, finalement, la RSE est, je dirais, bien perçue par les dirigeants de PME parce que il y a finalement la stratégie de la pérennité de l'entreprise. Le dirigeant de PME, c'est extrêmement important pour lui. Et ces études qui ont été menées sur la théorie entrepreneuriale démontrent que la RSE, c'est de toute façon la source de pérennité pour l'entreprise dans les années futures. Oui, la PME va être le dirigeant de PME va être plus sensible à l'aspect long terme qu'un dirigeant d'une plus grosse entreprise. En tout cas, qui peut en changer. Il est quelque part propriétaire de son entreprise. Son objectif, c'est quand même de la céder quelque part dans les meilleures conditions. Le but est Il y a un excellent témoignage d'Henri Niguet, qui est une entreprise qui fabrique du caramel aromatique. Près de Saint-Étienne. C'est frappant, son emploi, je crois, il a plus de 150 ans. Enfin, il explique ce qu'il veut aussi, c'est s'aider dans les meilleures conditions. Il l'a reçu, il veut la passer. Donc on voit bien qu'il y a cette approche importante dans les PME. Il y a cette flexibilité, cette agilité, parce qu'on dit, d'accord, elles n'ont pas beaucoup de temps pour travailler, elles sont pressées, mais en même temps, dès qu'elles décident, elles ont une agilité. Donc ça, on l'a exposé dans l'ouvrage, tout comme on a exposé ce qui se passait au niveau international, au niveau européen. Enfin, on s'aperçoit d'une chose, c'est que je pense que jamais un sujet n'a été autant repris par des institutions internationales, des pays, des États membres, etc. Et que finalement, tout le monde aujourd'hui parle de RSE. Oui, de l'UNESCO, de l'ONU à la mairie. À la mairie, voilà. Donc on voit bien que là, il y a un mouvement de fond. Alors après, sur le comment, ça c'est autre chose, mais il y a un mouvement de fond. Ce sujet-là, de toute façon, intéresse, voire passionne certains acteurs. Ça fait vibrer une corde, quoi. Oui. Et on voit bien la plateforme RSE déjà chez vous, mais c'est la même partout, qui réfléchit comment inciter les entreprises à s'engager dans ces démarches-là. C'est repris par un tas d'acteurs publics, privés, les ONG, les ministères, les organisations professionnelles. On passe
j'ai un long moment dans cet ouvrage sur l'explication, Partie prenante importante. oui, présentation de ce que font les organisations professionnelles. Elles font énormément de choses, la CGPLE, mais aussi d'autres spécialisées, comme la Fédération nationale des scopes du BTP. Donc elles exposent un retour des surtout dans ce monde-là, oui. Je continue d'avancer dans l'ouvrage et on en vient. Alors là, c'est la grande partie qui a été finalement l'analyse statistique un peu aussi, de toutes les retombées des évaluations. Et là, on a eu la chance, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un stagiaire pendant 6 mois, Julien Bernard, qui a travaillé avec moi et qui a fait tout un travail de recensement de tous les scores obtenus. J'explique. C'est vrai que j'en viens à ce premier temps. Oui, parce qu'il y a une évaluation sur chaque évaluation. Voilà. C'est quoi l'évaluation finalement? C'est évaluer le niveau de maturité, le niveau de performance par rapport à un cahier des charges. Ce cahier des charges, qui s'appelle AFA 26000, a été découpé en 2 grandes parties. On va analyser les pratiques de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites en termes de vision, de gouvernance, en termes d'écoute des parties prenantes, en termes de prise en compte des aspects environnementaux dans la conception de vos produits, en termes de sélection de fournisseurs, etc. Donc c'est très large, il y a un ensemble de critères. Et puis deuxième grand volet, on va regarder les indicateurs. Finalement, quelles sont vos données relatives à la consommation d'énergie, à l'analyse du marché, à la rentabilité économique de votre entreprise, à la prise en compte des accidents du travail dans votre politique de santé et sécurité au travail, etc. Pour ces 2 grands axes, on va analyser, donc c'est le propre même de l'évaluation, analyser, et en fonction des informations qui vont être recueillies, on va vous noter comme un professeur. Également, je vous interroge en mathématiques, en fonction des réponses que vous allez me donner par rapport aux questions, je vais dire, je vous mets tous sur 20. Là, c'est pareil. Donc, c'est pas sur 20, c'est sur 1000 points. Et puis, comme une interro de maths, quand vous avez sur 20, vous avez 5 questions sur 4 points. Et là, vous avez toute une série qu'on appelle de critères, qui sont des questions, et qu'on va vous noter. C'est une auto-évaluation ou c'est un audit? Alors, l'auto-évaluation est interne, c'est une discipline collective interne. L'évaluation, c'est externe. Donc, alors, petite différence, on le met très rapidement dans l'ouvrage entre l'audit de certification et l'évaluation. Quand je fais de l'audit de certification, je recherche la preuve tangible que ce que vous faites respecte bien le cahier des charges. Quand je fais de l'évaluation, je ne recherche pas la preuve tangible. Je vous interroge. Sauf que j'ai un système de questionnement. Et ce système de questionnement va me permettre de dire, pour ce critère, sur l'écoute des parties prenantes, je vous mets 32%. Après, j'ai une mécanique interne qui transforme en nombre de points. Le professeur de maths, c'est exactement la même chose. Quand je veux savoir, en terminale S, si vous maîtrisez parfaitement les suites numériques, je vais vous poser un certain nombre de questions, mais j'ai un raisonnement scientifique. Je cherche à savoir comment vous allez argumenter et quelle va être votre capacité à trouver le bon résultat. Ah là, c'est pareil. C'est-à-dire le système de questionnement, il va être extrêmement robuste et architecturé. Je vais chercher à comprendre, est-ce que la pratique que vous déployez, elle est pertinente? Comment vous la déployez? Est-ce que vous mesurez son efficacité? Et comment vous benchmarkez pour être meilleur? Donc, c'est 4 étapes clés. Je pose des questions et en fonction des réponses, je vais pouvoir scorer. Donc, vous avez compris, on a recueilli sur le modèle AFA 26000 200 entreprises évaluées, 200 scores globaux, mais aussi des scores critère par critère. Bien sûr. Il a fallu rentrer tout ça dans une base de données pour en tirer certaines conclusions. Donc ça, Julien nous a énormément aidé parce qu'il a aussi commencé à en tirer certaines conclusions. Puis après, on a étoffé avec Florence au travers des analyses des études académiques et au travers des interviews avec les dirigeants. Voilà pour le cœur de l'ouvrage Entreprise, performance et responsable, c'est possible. Pour la suite, c'est-à-dire la conclusion et la discussion passionnante autour de cet ouvrage, je vous engage à voir les 3e et 4e vidéos qui suivent. À très bientôt.